Bienvenue dans la leçon sur la création de classes et d'instances de type. Nous commencerons par aborder le concept de surcharge. Ensuite, nous apprendrons à créer des classes et des instances de type à l'aide de la classe de type égalité. Nous définirons la classe de type égalité, puis les instances multiples, et nous améliorerons la classe de type égalité. Nous utiliserons la récursivité mutuelle et étudierons la définition minimale complète. Puis, comme il existe peu de cas limites, nous implémenterons deux autres classes de type. La classe de type accept et la classe de type conteneur pour couvrir ces cas. Enfin, nous explorerons le sous-classement à l'aide de la classe de type ord. À la fin de la leçon, nous aborderons la dérivation et les cas où dériver ou non ces instances. Commençons. Avant d'aborder la surcharge, découvrons la signification du mot « date ». Que signifie « date » si je vous dis que vous n'avez qu'une seule chance de répondre et que je vous donne 100 $ si vous répondez correctement? La réponse intuitive est « cela dépend ». Si vous indiquez votre date de naissance, cela signifie l'heure à laquelle l'événement se produit. Si vous dites que Joe a invité Lara à un rendez-vous, cela signifie une relation sociale souvent romantique. À moins que Joe ne se fasse écraser. Si vous dites « je veux dater un fossile », je veux croire que vous ne faites pas référence à une relation sociale romantique, mais à l'acte d'estimer ou de calculer une date ou une chronologie. Et si vous cherchez le mot « date » est aussi le nom d'un fruit et possède encore plus de définitions. En programmation, on dira que le mot « date » est surchargé car il a plusieurs définitions pour le même nom. Le mot « surchargé » est lui-même surchargé. Dans le contexte quotidien, cela signifie généralement surcharger quelque chose. En programmation classique, cela signifie avoir plusieurs implémentations d'une fonction portant le même nom. Comme nous venons de le voir, son fonctionnement pratique dépend du langage. Par exemple, certains langages comme JavaScript ne prennent pas en charge la surcharge. Ce qui est impossible. D'autres, comme C++, permettent de créer plusieurs fonctions portant le même nom, et le compilateur choisira la définition à utiliser en fonction du type des arguments. En Haskell, surcharger signifie avoir plusieurs implémentations d'une fonction ou d'une valeur portant le même nom. Bien sûr, Haskell a dû intensifier ses efforts. En Haskell, la surcharge ne se limite pas aux fonctions, mais les valeurs peuvent être surchargées. Par exemple, les littéraux 1, 2, etc. sont surchargés car ils peuvent être interprétés comme n'importe quel type numérique. In, entier, flottant, etc. La valeur moyenne liée à la limite est surchargée. La classe de type est surchargée. Car, par exemple, lorsqu'elle est utilisée comme caractère, elle aura une valeur /nulle. Ce n'est pas un nul réel, c'est juste un caractère avec cela. Le contenu à l'intérieur, comme dans la moyenne liée, a la valeur -2, 1, 4. 7, etc. La valeur minimale qu'un int peut avoir. L'opérateur d'égalité fonctionne avec de nombreux types, chacun avec sa propre implémentation. La fonction max, par exemple, fonctionne également avec de nombreux types, chacun avec sa propre implémentation. Les deux premiers exemples sont des valeurs surchargées et les deux derniers sont des fonctions surchargées. Nous avons donc utilisé des fonctions et des valeurs surchargées tout au long du processus. La question est de savoir comment les obtenir en premier lieu. Eh bien, le mécanisme qui permet la surcharge en Haskell est les classes de type. Dans la leçon d'introduction aux classes de type, nous avons vu l'utilité des classes de type. Cela se résume essentiellement à avoir une fonction qui peut être utilisée par de nombreux types différents tout en ayant la sécurité qu'elle ne prend que ceux avec lesquels elle peut travailler.
Donc si vous créez une fonction qui prend des nombres et les additionne, cette fonction fonctionne avec tous les types numériques tout en ayant. Le compilateur vous arrête lorsque vous essayez de lui donner un type non numérique. Les classes de type sont une fonctionnalité assez unique, peu de langages de programmation en ont. Mais l'avantage est qu'elles sont étonnamment faciles à utiliser. Lorsque vous créez votre propre classe de type, vous n'avez besoin de faire que deux choses, créer une classe de type avec certains comportements et créer une instance de type de set. Classe de type avec l'implémentation de ces comportements pour ce type spécifique. C'est tout, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, alors apprenons en faisant. Nous allons commencer par redéfinir la classe de type EQ. La classe de type EQ est livrée avec Haskell, vous n'avez donc pas besoin de la définir. Mais disons que nous vivons dans un monde où la classe de type n'existe pas et chaque type a sa propre fonction pour vérifier l'égalité. À cause de cela, vous devez apprendre un tas de fonctions différentes qui font toutes la même chose. Vérifier l'égalité, mais comme Lennon l'a dit, imaginez, tout en vivant dans ce monde horrible. Imaginez tous les types vivant en paix et utilisant la même fonction. Vous pouvez dire que je suis un rêveur, mais faisons-le quand même. Nous pouvons définir la classe de type EQ comme ceci. Dans la première ligne, nous commençons par le mot-clé classe pour indiquer que nous créons une classe type suivie de la façon dont la classe de type sera appelée EQ dans ce cas, puis nous écrivons une variable de type A qui représente tout type qui sera fait instance de cette classe de type dans le futur, donc c'est comme un espace réservé, et enfin nous utilisons le mot-clé where pour démarrer le bloc où nous définissons les comportements de la classe de type nouvellement créée. Et maintenant vient la partie intéressante, nous devons définir les comportements. Pour ce faire, nous écrivons le nom et le type des fonctions ou des valeurs dont nous avons besoin. Dans ce cas, nous définissons les comportements comme étant les fonctions equals pour vérifier si deux valeurs sont égales. Et la fonction not equal pour vérifier si deux valeurs sont différentes. Nous indiquons également que les deux prennent deux valeurs du type A que nous avons spécifié comme paramètre de la classe de type et renvoient un booléen true si la condition passe false si ce n'est pas le cas, et alors nous avons notre classe de type EQ prête à fonctionner. Cela signifie que nous avons le nom et les types des deux fonctions que la classe de type AQ fournit. Nous n'avons pas les définitions ici, car chaque type aura ses propres définitions. Et ces définitions sont fournies lors de la définition de l'instance pour la classe de type. Pour définir une instance pour la classe de type EQ, nous avons d'abord besoin d'un type. Définissons-en donc un pour les méthodes de peinture que le client peut utiliser dans notre application. Nous avons donc le type de données méthode de paiement qui ne peut avoir de valeur ni cash, ni carte, ni CC représentant la crypto-monnaie. Puis nous créons un utilisateur synonyme de type qui contient la chaîne qui identifie que nous utilisons d'une manière ou d'une autre et la méthode de paiement que l'utilisateur utilise. Et si nous voulons par exemple vérifier si deux utilisateurs ont la même méthode de paiement, nous pourrions écrire une fonction comme celle-ci. Mais si nous essayons d'exécuter cette cellule, nous voyons que le compilateur ne nous laisse pas utiliser ce code et il nous dit pourquoi. Il dit aucune instance pour la méthode de paiement EQ découlant des apostrophes. Une utilisation de equals dans l'expression PM1 equals PM2, donc nous utilisons equals dans l'expression PM1 equals PM2 mais parce qu'equals est un comportement important de la classe de type EQ et que notre nouveau type de méthode de paiement n'est pas une instance de la classe de type EQ. Il n'a pas les implémentations de equals et not equals à utiliser. Pour résoudre ce problème, nous allons en faire une instance. Pour créer une instance, nous utilisons le mot-clé instance, suivi du nom de la classe de type pour laquelle nous voulons créer une instance.
Le type qui sera un de cette classe de type est le mot-clé. Puis à l'intérieur de ce bloc, nous implémentons les fonctions définies dans cette classe de type. Comme vous pouvez le voir, parce que maintenant nous créons une instance d'un type, nous avons remplacé la variable de type A que nous avions dans la définition de la classe de type par notre méthode de peinture spécifique type. Et parce que nous créons une instance pour la classe de type EQ, nous devons implémenter les fonctions equals et not equals, nous allons donc faire exactement cela. Nous implémentons à la fois les fonctions equals et not equals. Pour chaque paire de valeurs possibles, nous indiquons le résultat de la fonction. Donc si les fonctions equals sont appliquées au cash et à l'argent liquide, les deux ont la même valeur, nous renvoyons donc true. Même chose avec la carte, même chose avec la carte. Dans tous les autres cas, nous ne nous soucions pas des valeurs car nous savons qu'elles seront différentes. Nous renvoyons donc pulse. Dans l'implémentation de « différent », c'est un peu la même chose. Pour chaque cas où les valeurs sont identiques, la fonction « différent » doit renvoyer « faux » car elles sont égales. Nous définissons donc les fonctions lorsque les deux valeurs sont identiques comme étant toujours fausses. Et pour toute autre valeur, elles seront différentes, nous renvoyons donc « vrai ». Voilà. Comment définir une classe de type, en créer un type et une instance? Le mode de paiement peut désormais utiliser les comportements d'équation. Voyons voir. Si nous exécutons cette cellule, nous constatons que nous n'avons pas exécuté la cellule précédente. Exécutons donc cette cellule. Nous avons maintenant l'instance. Si nous exécutons la cellule, nous constatons que notre type de mode de paiement possède les comportements de la classe de type Q. Et la fonction précédente, qui ne fonctionnait pas auparavant, fonctionne désormais. Notre travail est techniquement terminé. Nous avons notre classe de type et nos fonctions. Mais il existe une propriété des fonctions que nous venons de définir dont nous ne tirons pas parti. Si deux valeurs sont égales, cela signifie qu'elles ne sont pas différentes, et si elles sont différentes, cela signifie qu'elles ne sont pas égales. Nous savons donc que pour chaque paire de valeurs, égal et différent nous donnera toujours la valeur booléenne opposée. Nous sommes sur le point de devenir des développeurs Epic Haskell et les développeurs Epic Haskell peuvent faire mieux que cela. Alors utilisons ces connaissances pour améliorer notre classe de type et nos instances. En commençant par redéfinir la classe de type EQ comme ceci. Qui est la façon dont EQ il définit réellement? Tâche, analysons ce code. Car les deux fonctions ont le même type, nous pouvons les spécifier sur une seule ligne. Et oui, nous écrivons également une définition de fonction dans cette classe de type. Nous pouvons le faire tant qu'elles sont agnostiques de type IC, car elles doivent fonctionner avec tous les types. En regardant les définitions plus en détail, nous voyons que nous utilisons la fonction note, la note. La fonction prend un booléen et renvoie son opposé. Donc dans la troisième ligne, nous disons que l'application de not equals à x et y est l'opposé de l'application de equals. Aux mêmes valeurs et dans la quatrième ligne, nous disons que l'application de equals à x et y est l'opposé de l'application de not equals à x et y. Ceci est appelé récursivité mutuelle. Car les deux fonctions sont définies l'une en fonction de l'autre. En définissant equals et not equals comme l'opposé l'un de l'autre, Haskell peut déduire le comportement de l'une à partir de l'autre. Et bien sûr, comme toute autre récursivité, elle a besoin d'un cas de base pour savoir quand arrêter la récursivité. Et c'est ce que nous fournissons lors de l'implémentation de l'instance. Par exemple, redéfinissons l'instance de la méthode paintment pour cette nouvelle classe de type. Comme vous pouvez le voir, l'instance est la même qu'avant. Mais maintenant nous ne définissons qu'une des deux fonctions.
Et c'est tout, car maintenant le compilateur peut déduire la valeur d'une fonction avec l'autre. Nous n'avons pas besoin d'implémenter à la fois equals et not equal. Nous pouvons implémenter la définition la plus pratique et arrêtez-vous là. C'est ce qu'on appelle la définition minimale complète, car c'est le minimum à implémenter. Pour obtenir une instance pleinement fonctionnelle, vous pouvez en tirer parti en vérifiant la définition minimale complète de toute classe de type à l'aide de la commande info. Par exemple, si vous exécutez la commande info pour la classe de type EQ, vous obtiendrez ceci. Cette ligne indique que pour obtenir une définition minimale complète, vous devez implémenter equals ou not. Pour equals, vous n'avez pas besoin des deux, mais de l'un ou de l'autre. Dans le monde réel, presque tous les types sont des instances de la classe de type EQ. Mais rappelez-vous que nous sommes dans un univers parallèle lorsque vous êtes un visionnaire créant la classe de type EQ pour un monde meilleur. Donc, si nous nous arrêtons là, les fonctions equals et not equals ne seront pas surchargées, car elles n'auront qu'une seule définition. Pour le type de méthode de peinture. Mais il y a une raison pour laquelle vous avez décidé de créer la classe de type CQ et la raison est que vous pensiez que les comportements qu'elle fournit sont utiles pour de nombreux types. Par exemple le type blockchain. Nous créons un type blockchain qui a 3 valeurs, Cardano, Ethereum et Bitcoin. Puis nous voulons utiliser les fonctions equals et not equals avec lui afin que nous puissions créer une instance de la classe de type EQ pour le type blockchain où la fonction equals pour appliquer à Cardano et Cardano sont vraies. Appliquer à Ethereum et Ethereum sont vraies. Appliquer à Bitcoin et Bitcoin vrai et toute autre combinaison de valeurs. C'est pulse, et c'est tout. Nous pouvons exécuter cette cellule et comme vous pouvez le voir, nous pouvons utiliser les deux fonctions avec notre temps. Maintenant les fonctions equals et not equals sont vraiment surchargées car elles ont plus d'une définition en fonction du type de valeur auquel elles sont appliquées. Nous l'avons fait, et nous sommes sur la bonne voie, alors continuons. Jusqu'à présent, nous avons créé 2 instances de la classe de type AQ. Toutes 2 pour des types non paramétrés. Voyons comment défier la recherche d'instances pour un type paramétré. Pour créer une instance pour un type paramétré, nous avons d'abord besoin d'un type paramétré. Le type box devrait suffire. Nous pouvons maintenant créer notre instance, mais ce n'est pas possible. Pourquoi ? En examinant la classe de type EQ avec la commande info, on se rend compte que la variable type A est un type concret. On peut le constater à 2 endroits. En vérifiant le type des fonctions, on constate que la variable type A est seule entre les flèches, représentant ainsi un type concret à elle seule. De ce fait, le type de la classe de type EQ indique clairement qu'elle accepte un type concret et produit une contrainte. Les classes de type ont toujours un type qui renvoie une contrainte. Car les classes de type ne produisent pas de type. Elles produisent une contrainte pour les valeurs polymorphes. Donc si nous voyons un type qui renvoie une contrainte, nous savons que c'est une classe de type et elle va à gauche de la grosse flèche pour contraindre les types polymorphes. En plus de cela, nous n'avons pas besoin de vérifier les fonctions pour ne pas. Comment les classes de type utilisent la variable de type A ? Le type nous indique déjà s'il a besoin d'un type concret ou d'un constructeur de type spécifique. Donc à cause de l'équation de type qui commence à contraindre, nous savons que le paramètre A de l'équation est un type concret. Mais si nous cochons la case type, nous voyons que ce n'est pas un type concret, mais une construction de type. Qui prend un type comme paramètre et renvoie un type concret, alors que faisons-nous ?
Nous pourrions appliquer box à un autre type pour obtenir un type concret comme celui-ci, qui nous donne techniquement le type concret dont nous avons besoin, afin que nous puissions créer des instances comme celle-ci, et cela fonctionnera parfaitement. Mais c'est beaucoup de travail et nous avons déjà traversé cela. Lors de la définition des fonctions et l'avons résolu avec des variables de type. Cette fois n'est pas différent. En définissant cette instance, tous les types créés à l'aide de la boîte. Le constructeur de types comme la chaîne de boîte, la boîte int, etc. sera une instance de l'équation. Maintenant, attendez une seconde. Comment définissons-nous l'instance si nous ne connaissons pas le type de la valeur à l'intérieur de la boîte? Eh bien, si nous décidons que deux boîtes contenant des éléments égaux sont égales, que deux boîtes vides sont égales et que tout le reste est différent, nous pouvons définir les comportements comme ceci. Dans la première formule, nous définissons equals pour les valeurs de la boîte A en appliquant equals aux valeurs que les boîtes contiennent. Car X est de type boîte A. X est de type A, idem pour le reste des valeurs, donc. Si les deux boîtes contiennent le même élément, les boîtes elles-mêmes sont égales, sinon elles sont différentes. Donc nous faisons dépendre l'instance de boîte de l'instance de A. Dans la deuxième formule, nous spécifions que si les deux boîtes sont vides, elles sont en effet égales, et pour tous les autres cas les boîtes sont différentes, cela a du sens. Mais il y a un énorme inconvénient dans notre partie, l'avez-vous remarqué? Ce n'est pas grave si vous ne l'avez pas fait, c'est à cela que sert le compilateur. Si nous exécutons la cellule, nous obtiendrons une erreur du compilateur. Elle indique qu'aucune instance pour EQA ne se produit pour l'utilisation de suites égales. Ok, donc le compilateur nous dit que nous appliquons les fonctions equals à un type qui n'a pas d'instance de equals. Où faisons-nous cela? Dans l'expression x égale y ici à l'intérieur de L'. Équation à x equals whatever dans la boîte d'instance EQA et le compilateur a raison. Utilisons equals entre x et y de type A sans s'assurer que le type à lui-même est une instance de EQ. Alors que devons-nous faire? Eh bien, le compilateur nous a également indiqué comment résoudre ce problème. Une solution possible est d'ajouter EQA au contexte de la déclaration d'instance. Comme avec les fonctions, nous pouvons ajouter la contrainte que le type A dans l'instance de la boîte d'équation A doit également être une instance de la classe de type EQ, nous pouvons faire cela comme ça. La seule chose que nous devons faire est d'ajouter la contrainte que le type A à l'intérieur de la boîte A doit également être une instance de la classe de type EQ. De cette façon, la boîte de type A sera une instance DEC pour tous les types A qui sont également une instance DEC. Vous pouvez voir que si nous exécutons la cellule, le compilateur ne se plaindra plus, et nous avons terminé. Nous pouvons utiliser cette nouvelle instance comme ceci. Si nous exécutons cette cellule, nous obtiendrons quelques résultats différents. Nous verrons que ces trois valeurs nous donnent bien sûr le résultat attendu. Et dans la dernière valeur, le compilateur se plaint qu'il n'y a pas d'instance pour le choix EQ, ce qui est correct. Car nous venons de créer ce type et nous n'avons pas créé d'instance EQ exprès. Pour montrer que même en enveloppant le type dans un autre type, le compilateur nous protégera toujours de nos erreurs humaines. Ok,
Maintenant que nous avons tout fait étape par étape avec la classe de type EQ. Recommençons tout, mais plus rapidement. Et avec une nouvelle classe de type qui ne fait pas partie du Haskell standard. La classe de type WeAccept. Imaginez que nous écrivons une application qui accepte les paiements pour une entreprise et que cette entreprise n'accepte pas tous les modes de paiement. Toutes les blockchains et tous les pays, vous devez donc créer des fonctions pour vérifier cela. Nous devons créer la fonction WeAcceptPayment qui prend le mode de paiement et renvoie un volume. Puis nous devons renvoyer une valeur différente pour chaque cas de paie. Lorsque le cas du mode de paiement est de l'argent liquide, nous ne l'acceptons pas si c'est une carte. Nous l'acceptons si c'est une crypto-monnaie, nous l'acceptons. Alors nous devons créer la fonction WeAcceptBlockchain qui prend une blockchain et renvoie un booléen. Et cette fois nous avons les cas de blockchain quand c'est du Bitcoin. Si c'est du Bitcoin, nous renvoyons true. Si c'est de l'Ethereum, nous renvoyons false, si c'est du Cardano, nous renvoyons true. Et enfin nous devons créer le nouveau type country, qui a un seul champ appelé nom de pays qui est de type chaîne et nous devons créer la fonction nous acceptons le pays qui prend un pays. Et renvoie un booléen et dans ce cas nous prenons le pays et créons une instruction case qui dit OK quand le nom du pays est Mordor, nous ne les acceptons pas et tous les autres pays que nous faisons. En voyant ce code, nous réalisons que ce comportement de vérification si l'entreprise accepte quelque chose pourrait être utilisé dans de nombreux autres aspects comme les fournisseurs, les technologies, etc. Il y a beaucoup de choses qu'une entreprise pourrait décider d'accepter ou non. Pour éviter d'avoir un tas de fonctions différentes qui font la même chose partout dans votre code, nous décidons de créer une classe de type qui représente ce comportement et cette classe de type ressemble à ceci. Nous créons la classe de type nous acceptons qui prend un seul paramètre de type où nous fournissons la fonction nous acceptons qui prend ce type et renvoie un volume et si nous vérifions le type de notre classe de type nouvellement créée, nous voyons que nous acceptons prend un type concret et renvoie une contrainte. Maintenant que nous avons notre classe de type, nous pouvons créer les instances pour le mode de paiement, la blockchain, le pays et même la boîte comme celle-ci. Nous créons une instance de nous acceptons pour le mode de paiement où nous acceptons la valeur du mode de paiement pour chaque cas est la même qu'avant. Nous créons une autre instance pour la blockchain où nous acceptons est les mêmes cas qu'avant. Lorsqu'une instance de pays où nous acceptons est les mêmes cas qu'avant. Et enfin nous créons une instance de nous acceptons pour la case à où nous acceptons de la case. Lorsque la case à quelque chose est la même que nous acceptons d'appliquer à ce quelque chose à l'intérieur. Donc nous acceptons la case lorsque nous sommes. Acceptons la valeur à l'intérieur de la case. Et si nous acceptons est vide, nous renvoyons false, car nous appliquons. Nous acceptons à x de type A. La valeur à l'intérieur de la case doit également être une instance de nous acceptons. C'est pourquoi nous avons cette contrainte, effet. Cela nous donne la possibilité d'appliquer la fonction surchargée nous acceptons à 4 types différents et nous pouvons également créer des fonctions qui peuvent être appliquées à tous les types. Il existe des instances de nous acceptons comme ceci. Dans ce cas, nous créons la fonction function qui prend un type et renvoie une chaîne lorsque ce type doit être une instance de nous acceptons et dans la définition de la fonction nous prenons l'entrée et nous appliquons nous acceptons à l'entrée et il renvoie soit vrai soit faux. Donc s'il renvoie vrai,
Nous pouvons faire quelque chose de fantaisiste, sinon nous ne le faisons pas. Si nous exécutons ceci, tout fonctionne parfaitement. Donc cette fonction fantaisiste fonctionnera avec tous les types, les instances de nous acceptons. Une autre classe de type à notre actif, cela devient plus facile de minute en minute. Nous allons faire un autre exemple. Avant de passer à la section suivante, celle-ci est un peu plus difficile. Mais si vous la comprenez, vous serez en mesure de comprendre presque toutes les classes de type. Commençons. Voici le scénario. Nous travaillons sur un logiciel de logistique qui a deux types de colis différents. Une boîte ordinaire qui peut contenir ou non quelque chose, et un cadeau qui peut contenir ou non quelque chose, mais qui a toujours une étiquette de nom pour le destinataire du cadeau. Nous avons donc ces deux types, le type boîte, qui prend un paramètre de type égal. Constructeur vide et le constructeur a quelque chose. Le type présent qui prend deux paramètres. L'étiquette et le contenu et il peut renvoyer. Soit un cadeau vide qui a toujours une étiquette. Soit le cadeau qui a une étiquette et contient quelque chose. Nous avons donc deux types et chaque type a deux constructeurs différents. Comme vous pouvez le voir, le type de boîte nous dit que la boîte prend un type. Le type A et renvoie un type concret. Et le type de présent nous dit que le présent prend deux types. Ces deux types pour produire un type concret. Car nous avons décidé que l'étiquette du cadeau peut être un numéro, un nom ou tout autre élément qui pourrait identifier un client. Nous paramétrons également ce type, maintenant nous avons ces deux types. Et quelques parties du processus nécessitent des fonctions qui sont communes aux deux types. Nous avons besoin d'une fonction pour vérifier si une boîte ou un cadeau est vide. Nous avons besoin d'une fonction pour vérifier si une valeur spécifique est contenue dans la boîte d'un cadeau. Et nous avons également besoin d'une fonction pour remplacer le contenu de la boîte ou du cadeau. Au lieu d'écrire les fonctions elles-mêmes, puis de les transformer en une classe de type et des instances comme. Dans les deux exemples précédents, nous passons directement aux classes de type. Voici notre classe de type. La classe de type sera appelée conteneur car elle fournit des comportements liés au conteneur. La variable de type est appelée C car c'est un conteneur. Écrivons maintenant les signatures de type. Nous allons commencer par la fonction replace, alors pourquoi pas? La fonction replace prend deux entrées. Un conteneur contenant une valeur de type, par exemple A. Et une autre valeur qui peut être du même type ou d'un type différent de celle contenue dans le conteneur. Appelons-le B. La fonction remplace la valeur de type A à l'intérieur du conteneur par celle de type B. Donc à la fin, nous obtenons une valeur de type conteneur B car la valeur qu'il contient est maintenant de type B et c'est tout. Maintenant, faisons-la. Fonction contint. Contint prend deux entrées, un conteneur avec une valeur de type A à l'intérieur et une autre valeur qui sera comparée à celle à l'intérieur du conteneur. Elle doit donc être une valeur du même type que celle du conteneur A. Et nous aurons également besoin que A soit une instance de la classe de type égalité. Car nous utiliserons les fonctions equals pour vérifier si ces deux valeurs sont identiques. La fonction prend une valeur. Vérifie si elle est identique à celle à l'intérieur du conteneur et renvoie true ou false. Elle renverra donc un volume. Nous sommes bons jusqu'ici. Maintenant, faisons la fonction finale, la fonction isEmpty. Cette fonction ne prend qu'une seule entrée, un conteneur qui contient une valeur de type A. Et la fonction prend le conteneur et lui renvoie true s'il contient une valeur et false si ce n'est pas le cas. Donc elle renvoie un volume. Et voilà, notre ver de type est prêt à fonctionner.
Et comme chaque flèche sépare une valeur. Et que toutes les valeurs doivent avoir un type concret. Nous savons que A et B sont des types concrets en eux-mêmes. Car ils sont seuls entre les flèches. En utilisant le même raisonnement, nous savons que ça et CB doivent être des types concrets et comme A et B sont des types concrets. Cela signifie que C est un constructeur de type qui prend un type concret et renvoie un type concret. Nous pouvons le voir si nous vérifions le type de notre classe de type. Comme vous pouvez le voir, le type de conteneur nous indique que C est un constructeur de type qui prend un type concret et renvoie un type concret. Et la classe de type conteneur prend le C et renvoie une contrainte. Maintenant que nous avons notre classe de type, créons l'instance pour le type boîte. Ici, nous avons notre classe de type comme référencée. L'instance implémentée, notez que nous créons une instance pour boîte. Pas pour boîte A. Pour la classe de type égalité, nous avons appliqué box à la variable de type pour obtenir le type concret box A. Car la classe de type EQ avait besoin d'un type concret comme paramètre. Mais container prend un constructeur de genre start à start, qui est du même genre que box. Nous devons donc passer box sans l'appliquer à quoi que ce soit. L'implémentation réelle de la fonction est assez simple. Car box a deux constructeurs de valeurs. Nous aurons généralement deux formules par fonction, donc implémenter la fonction isEmpty. Nous devons prendre en compte le cas où la boîte est vide, et dans ce cas nous retournons true, et si la boîte a quelque chose. Nous ne nous soucions pas vraiment de ce qu'elle a, nous retournons simplement false car elle n'est pas vide. Maintenant, implémenter la fonction contint. Nous faisons d'abord correspondre le motif pour box qui a une valeur et nous la lions à la variable x. Et comparons cette valeur à la deuxième entrée de la fonction. En utilisant la fonction equals, c'est pourquoi lorsque nous utilisons le contint fonction le type A doit être une instance de EQA car nous utilisons les fonctions de séquence égale pour les comparer. Maintenant, si la boîte est vide, nous n'avons rien à comparer à la valeur. Nous ignorons donc la valeur et renvoyons false, car si la boîte est vide, elle ne contient évidemment pas la valeur que nous souhaitons vérifier. Enfin, nous avons implémenté la fonction de remplacement, repl. Cette fonction prend deux paramètres, un conteneur de type A et une valeur de type B. Il est intéressant de noter que la fonction replace n'a pas besoin de deux formules différentes. Une seule suffit, car dans les deux cas, lorsque la boîte est vide et contient quelque chose, nous renverrons le constructeur avec la valeur à l'intérieur, c'est celle que nous passons en second paramètre. Nous pouvons donc ignorer toute la boîte en toute sécurité. Créons maintenant l'instance pour le type présent. Faisons-le un peu plus petit, d'accord. L'instance est pour le constructeur de type présent. C'est parce que présent en lui-même a une sorte de début à début. Ce qui signifie qu'il faut deux types concrets pour renvoyer un type concret. Mais comme le conteneur prend un constructeur de type début à début, nous devons appliquer présent à un type comme par exemple chaîne présente ou autre pour obtenir le type dont nous avons besoin. Et comme nous voulons pouvoir utiliser n'importe quel type comme balise, nous utilisons la variable de type, d'accord, donc comme avant. L'implémentation réelle des fonctions est simple. La fonction est vide dans le cas où le présent est réellement vide.
Nous ignorons la balise et revenons simplement à travers. Oui, c'est vide, dans tous les autres cas, c'est faux car il a quelque chose. On s'en fiche de ce qu'il a, mais il a quelque chose, alors pour implémenter la fonction contint. Dans le cas où le présent contient quelque chose, on prend ce quelque chose et le deuxième paramètre et on les compare pour voir s'ils sont égaux. C'est pourquoi encore une fois on a besoin d'une instance des cas. Si dans le cas où la fonction contint prend un présent vide, on ignore la balise. On ignore le deuxième paramètre et on renvoie juste false car il est vide, donc il ne contiendra pas ce qu'on veut vérifier. Et enfin, la fonction replace si le présent a quelque chose, on fait correspondre le modèle pour la balise. On lie la balise à une variable tag et on prend le deuxième paramètre. Et on crée un nouveau présent pour la même personne mais avec la nouvelle valeur. Et maintenant on a besoin d'une deuxième formule, c'est parce que dans le cas où le présent est vide, on ne peut pas créer un nouveau présent qui a quelque chose sans la valeur de la balise. Donc on doit faire correspondre le modèle pour la balise. Le présent vide puis créer un nouveau présent qui a quelque chose avec la même balise et la nouvelle valeur pour arracher les récompenses de notre travail. Voici quelques exemples. Utilisant notre nouveau comportement de classe de type et encore une fois, c'est pour que nous puissions vérifier si la boîte à false contient false et nous obtenons que true. Oui, c'est le cas. Nous pouvons également vérifier si la boîte à A est vide ou non car si elle a quelque chose, elle renvoie false, alors nous pouvons vérifier si le présent pour Tommy qui contient 5 et nous obtenons que oui. Vrai, il contient 5. Et enfin nous pouvons également prendre le présent pour Tommy qui a 5 et remplacer le contenu par une chaîne de valeurs Arduino. Et nous obtenons en retour, le présent pour Tommy est un Arduino. Nous pouvons également créer des fonctions comme la fonction deviner ce qu'il y a à l'intérieur, qui prend un conteneur qui a une valeur de type B à l'intérieur. Dans ce cas le conteneur est de type A, mais nous aurions pu écrire C et C ici et c'est la même chose et prend également une valeur de type B et renvoie une chaîne. Alors que fait la fonction deviner ce qu'il y a à l'intérieur? Il prend le conteneur et la valeur, vérifie si ce conteneur contient cette valeur, puis renvoie, vous avez raison, sinon vous avez tort. Comme ce constructeur de type C est un type polymorphe qui doit être une instance du conteneur, nous pouvons utiliser cette fonction pour obtenir ce qu'il y a à l'intérieur avec les boîtes et le présent. Nous pouvons donc appliquer « Devinez quoi à l'intérieur » pour le présent pour Mary. Raspberry Pi et les invités de Mary, un poney. Et nous obtenons que c'est faux. Nous pouvons également obtenir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte qui en contient 1, nous disons 15, c'est également faux. Je sais que cela peut être un peu déroutant. Comprendre cette classe de type et ses instances a été la partie la plus délicate de toute la leçon. Il faudra peut-être un certain temps pour bien comprendre ce que nous venons de voir. Mais ne vous inquiétez pas, si quelque chose ne fonctionne pas, cela fonctionnera avec un peu de pratique. C'est pourquoi il est important de faire ses devoirs. De plus, ce n'est pas grave si vous devez revoir la vidéo plusieurs fois. Maintenant, apprenons à créer des sous-classes. Après tout ce que nous avons vu, c'est du gâteau. Nous n'avons jamais parlé de sous-classification auparavant, mais vous savez déjà comment cela fonctionne. Voyons cela en pratique en définissant une instance pour la classe de type OR. Si nous exécutons la commande info sur la classe de type OR, les deux points iord dans GHCI, nous obtiendrons quelque chose. Comme ceci, tout est vérifié, sauf cette QA. Nous l'avons vu dans les fonctions et les instances, mais jamais dans les définitions de classe de type. Cette QA signifie ce que vous imaginez, pour faire d'un type une instance de horde. Nous devons d'abord créer une instance de EQ, ce qui signifie qu'EQ est un prérequis pour
Ou en d'autres termes, EQ est une superclasse. De Horde ou OR est une sous-classe de EQ. Les superclasses permettent des apostrophes. Inférer des signatures plus simples en disant que le type est une instance de Horde. Nous savons non seulement qu'il a les comportements de Horde, mais aussi ceux de EQ. De plus, cela nous permet d'avoir les comportements du type EQ. Pour définir les instances de la classe de type OR. Ce qui se produit ici. La classe de type Horde utilise les fonctions fournies par la classe de type EQ. Même si nous ne pouvons pas les voir. Nous savons qu'il existe de nombreuses définitions de fonctions interdépendantes. C'est pourquoi nous pouvons implémenter l'instance entière en définissant uniquement compare ou tan. La commande info n'affiche pas tout le code, car nous, les développeurs, ne nous en soucions pas. Nous voulons seulement connaître les comportements fournis avec cette classe de type pour déterminer si elle correspond à nos besoins. Le type de classe de type est les comportements minimaux à implémenter uniquement pour ceci. Si elle dépend d'une autre classe de type, implémentez-la avant celle-ci. Enfin, quels types sont déjà des instances de cette classe de type? Nous ne l'affichons pas ici en raison de la longueur de la liste. Mais juste en dessous, nous avons la liste de tous les types qui sont des instances de cette classe de type. Cela nous aide à voir quels types peuvent déjà utiliser ces comportements. Nous devons savoir tout cela, et c'est exactement ce que la commande info nous montre. Donc pour créer une instance de type de Horde, nous devons d'abord en faire une instance de EQ. Heureusement, nous avons déjà créé quelques instances pour EQ avant. Donc nous sommes déjà à mi-chemin si nous voulons créer les instances Horde. Pour l'un de ces types, par exemple. Si nous voulons créer une instance de Boxa pour la classe de type Horde, nous devons implémenter l'une des fonctions nécessaires à partir de la définition complète minimale. Dans ce cas, nous choisissons la fonction compare et nous l'écrivons comme ceci. Nous créons l'instance de l'ordre pour box appliquée à la variable de type car nous avons besoin d'un type concret lorsqu'A est également une instance de OUA. C'est parce que nous utilisons compare ici pour comparer le contenu des deux boîtes. Alors que se passe-t-il ici? Si les deux boîtes ont des valeurs à l'intérieur, nous comparons les valeurs. Si l'une des boîtes est vide et l'autre ne l'est pas. Peu importe ce qu'il y a à l'intérieur de celle qui contient quelque chose. Elle sera toujours supérieure à celle vide, parce que je le dis. Vous pourriez l'implémenter différemment, je choisis de dire, ok, la boîte est vide. Peu importe ce que l'autre a de vide est inférieur à la boîte qui contient quelque chose. Et si la première a quelque chose, elle sera supérieure à la boîte qui est vide. Et enfin, si les deux sont vides, ils sont égaux. Vous pouvez voir qu'ici nous testons ou implémentons. Nous pouvons utiliser plus grand et égal que nous pouvons utiliser tous les comportements de la classe de type OR afin que nous puissions vérifier si la boîte A9 est plus grande ou égale que la boîte qui en a 5 et nous voyons que oui c'est vrai si nous comparons vide à A0. Nous pouvons voir que vide est inférieur à qui à 0 et nous pouvons dire si vide est inférieur à négatif, nous disons bien sûr que c'est faux car ils sont égaux et boum, c'est tout. Nous avons notre instance de la classe de type OR, donc pour récapituler. Nous avons créé la classe de type EQ avec 3 instances différentes. La classe de type nous acceptons avec 4 instances différentes. Puis la classe de type conteneur avec 3 instances. Et enfin nous avons créé une instance de type de la classe de type OR. Félicitations, vous savez tout ce qui est nécessaire pour travailler avec les classes de type. Nous avons cependant une et dernière section. Comme dernière section de la leçon, nous apprendrons comment et quand dériver automatiquement des instances. Ce qui nous fait gagner un temps précieux et réduit la quantité de code que nous devons maintenir.
Les instances dérivées sont un moyen automatique de créer une instance de type d'une classe de type. Cela est possible car de nombreuses classes de type courantes sont généralement implémentées de la même manière et certains gars intelligents avec un doctorat comprennent comment générer ce code en fonction de la définition des types. Ceci est limité à EQ ou enumShow et d'autres classes de type définies dans le prélude ou la bibliothèque standard. Ce sont des bibliothèques fournies avec Haskell et que nous explorerons dans les prochaines leçons. Pour l'instant, pensons que toutes les classes de type que nous avons utilisées jusqu'à présent et que nous n'avons pas créées nous-mêmes peuvent être dérivées. Pour utiliser cette fonctionnalité, ajoutez le mot-clé derive1 à la fin de la déclaration de type avec les noms de toutes les classes de type que vous souhaitez dériter. Par exemple, si nous faisons cela, nous créons le choix de type de données de valeur no, soit no ou yes et nous dérivons les instances pour EQ. Ou afficher Bundant et Enum et comme vous pouvez le voir. Nous pouvons utiliser les comportements de toutes ces classes de type. Nous pouvons comparer le comportement de la classe de type EQ pour la différence. Nous pouvons vérifier si l'un est supérieur à l'autre comportement de la classe OR. Nous pouvons transformer la valeur yes en une valeur qui vient avec la classe de type show. Nous pouvons vérifier la valeur minimale de la classe de type, nous pouvons voir que no est la valeur minimale. C'est le comportement de la classe de type bounded. Et nous pouvons également calculer le successeur de no, qui est soit numéro. Parce que c'est celui qui vient après no. C'est le comportement de la classe de type enum et voilà. Votre type de choix a tous les comportements fournis par toutes ces classes de type. Si nous pouvions faire cela dès le début, pourquoi diable vous soucieriez-vous de dériver manuellement les instances ? Eh bien, l'une des raisons est que toutes les classes de type ne peuvent pas être dérivées. Et l'autre est que dérivées. Cela peut parfois mal tourner, rendons cela un peu plus grand. Chaque classe de type a son propre ensemble de règles pour dériver des instances. Par exemple, lors de la dérivation de la classe de type OR, les constructeurs de valeurs définis précédemment sont plus petits. Donc dans ce cas, nous définissons le mode de paiement qui peut avoir 3 valeurs différentes. Cash card ou CC, nous définissons donc cash avant card et card avant CC. Donc cash est plus petit que card qui est plus petit que CC. Et dans ce cas, si le constructeur de valeur a un paramètre, par exemple A, et 2 valeurs sont créées à partir du même constructeur. Ici et ici, les paramètres sont comparés comme nous l'avons fait lors de la définition de l'instance. Nous-mêmes. Ce sont des règles que le compilateur suit pour créer automatiquement les instances ORD pour votre type. D'autres classes de type ont d'autres règles, nous ne passerons pas en revue les règles de chaque classe de type. Mais je fournirai un lien avec une brève explication dans la leçon interactive au cas où vous voudriez en savoir plus. Maintenant, disons que nous voulons utiliser un type pour gérer la longueur dans un logiciel de génie civil. Nous travaillons avec des mètres et des kilomètres. Mais parce que nous ne voulons pas les mélanger accidentellement et obtenir une erreur potentiellement catastrophique, nous définissons le type de données avec 2 constructeurs. Un pour les mètres et un pour les kilomètres, les 2 contiennent une valeur de type double. Et nous allons également dériver l'équation. Comme vous pouvez le voir, nous avons créé le type de données lynx, qui a 2 valeurs. M qui représente les mètres et contient un double et kilomètres qui représente les kilomètres qui contient un double et nous dérivons l'instance EQ automatiquement. Mais dès que nous commençons à utiliser ce type de données, nous trouvons un petit problème. Nous savons qu'Hausmeter est égal à 1 km. Mais lorsque nous testons cela dans notre code, nous obtenons que ce n'est pas le cas. C'est parce que lorsque nous dérivons EQ, le compilateur a généré ce code
Dans le cas où les deux constructeurs sont des maîtres, nous faisons correspondre les modèles et lions les valeurs contenues dans les constructeurs et vérifions leur égalité. Et dans le cas où les deux sont des kilomètres, nous faisons correspondre les modèles pour la valeur contenant le côté et vérifions si elles sont égales. Dans tout autre cas, ce qui signifie que si les constructeurs sont différents, nous renvoyons false. Cela fonctionne très bien si nous comparons des mètres à des mètres et des kilomètres à des kilomètres. Mais nous avons la mauvaise implémentation pour comparer entre les constructeurs. Car Haskell ne sait pas que les valeurs des différents constructeurs sont liées de quelque manière que ce soit. Haskell suppose simplement que si les constructeurs sont différents, leurs valeurs sont 2. Donc dans ce cas, nous devons écrire l'instance nous-mêmes pour prendre en compte la relation entre les constructeurs et nous pouvons écrire cette instance comme ceci. Notre type de données longueur des valeurs m et kilomètres, cette première partie est la même que précédemment. Mais dans le cas où ils sont différents si le premier est mètre et le second est kilomètre, nous prenons la valeur mètre et vérifions si cela est égal à la valeur en kilomètres multiplié par un thermostat 00 et dans le cas où le premier est en kilomètres et le second en mètres, nous prenons le premier en kilomètres multiplié par un thermostat 00 et vérifions si cela est égal à la valeur en mètres. Donc maintenant ces deux valeurs qui en théorie sont les mêmes sont également les mêmes en pratique. C'est pourquoi c'est une bonne idée d'être conscient de la façon dont chaque classe de type est dérivée. Pour savoir quand vous pouvez les dériver et quand vous devez écrire l'instance à la main. Et pour terminer la leçon, voici quelques conseils pour le codage dans le monde réel. Tout d'abord, tout ce que j'ai expliqué aujourd'hui s'applique à toutes les classes de type. Nous ne définissons pas non plus les classes de type si souvent. Généralement celles qui viennent avec Haskell sont tout ce dont nous avons besoin. Mais nous implémentons beaucoup d'instances et c'est généralement une bonne idée de les dériver. Si vous avez un doute, essayez la dérivation automatique et vérifiez vos hypothèses. Vous pouvez toujours revenir et définir manuellement leurs instances. Et enfin, rendons cela un peu plus petit. Vous pouvez choisir une définition de classe de type en utilisant la commande 2.i sur GHCI pour voir les comportements minimaux à implémenter lors de la création de votre instance. Implémentez-les simplement et vous avez terminé, et c'est tout pour aujourd'hui. Assurez-vous de terminer les devoirs et je vous verrai dans le prochain. Virgule.